Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de notre podcast Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire ThinkPub et réalisé en partenariat avec la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast offre la parole à des personnes expertes dans leur domaine. Elles interviennent sur des sujets spécifiques afin d'éclaircir les informations et d'éviter toute déformation qui pourrait influencer notre compréhension d'une situation donnée. Ce podcast est disponible sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et diffusé sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Chaque année, de nombreux étudiants, fraîchement bacheliers, rejoignent l'université Omar Bongo Ondimba et d'autres établissements dans le monde pour poursuivre des études en droit. Face à l'afflux des diplômés que cette filière génère chaque année sur le marché de l'emploi au Gabon, je me suis interrogée sur le rôle véritable d'un juriste dans le développement de notre société. Quels sont les débouchés offerts par cette formation ? Le secteur est-il aussi porteur qu'on le dit ? Ces questionnements m'ont emmené à discuter avec notre invité du jour, un jeune et talentueux juriste que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques temps. Bonjour Monsieur Davy Eman, comment allez-vous ? Bonjour, merci. C'est très bien, un peu fatigué, mais heureux d'être ici. Alors, je rappelle, juste une petite parenthèse pour ceux qui vont écouter le podcast, que quand je disais un jeune talentueux, juriste et dynamique, c'était pas un mensonge. Hein. Au moment où nous enregistrons ce podcast, Monsieur Eman descend à peine de l'avion. C'est-à-dire, il est descendu de l'avion, il est venu direct pour qu'on enregistre. C'est vous dire à quel point il n'arrête pas en fait dans ses journées. Et je vous en remercie. Merci vraiment beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous sur ce podcast. Alors, pourriez-vous vous présenter brièvement pour nos auditeurs et nous parler un petit peu de votre parcours éducatif ? Merci beaucoup. Je suis Davy Eman Dongze, jeune Gabonais. Parler de moi, c'est d'abord dire merci à beaucoup de personnes. La société, en fait, produit un écosystème et nous ne sommes que le produit, effectivement, de l'attention, de l'amour que certains ont porté. Le droit, c'est un apprentissage permanent et constant. Et le droit, on l'acquiert, on l'apprend et on se fait accompagner. Et simplement, je suis Davy Eman Dongze, un jeune Gabonais juriste, diplômé en droit privé général. J'ai eu un DEA, d'études approfondies en droit à l'Université Chantal de Dakar, et un DESS en contentieux des affaires et des certifications particulières sur le droit du financement de projets. Et j'ai une thématique particulière pour laquelle j'affectionne. C'est essentiellement les contrats de partenariat public-privé. C'est essentiellement les contrats qui permettent de financer l'infrastructure, le développement et donner la possibilité à la jeune génération, aux générations futures de pouvoir espérer grandir dans des environnements qui permettent d'avoir le nécessaire en termes d'éducation, santé et infrastructure de base. C'est ce que je veux dire pour le moment. Énormément de diplômes, énormément de formations. C'est vrai qu'on a parlé du droit, mais vous, lorsque vous êtes lancé dans votre parcours professionnel en droit, vous n'êtes pas juste allé comme ça. Vous avez fait en quelque sorte ce que moi je considère comme des spécialités. Vous avez regardé, en fait, là vous avez parlé des PPP. Oui. Vous avez regardé dans le panel que vous offrez en fait votre formation en droit et vous vous êtes formé dans des choses bien spécifiques. C'est bien ça. Je suis tombé dans les PPP par hasard. Je vous raconte l'anecdote. Je suis en 2006 en année de licence, si je ne me trompe pas. Nous sortons du bal de promotion. Et nous avons un enseignant, M. Abdullah Saro, que je remercie beaucoup, qui était responsable de l'école doctorale de l'Université Chantal de Dakar, qui, en droit des affaires, sur droit commercial général, arrête le cours et s'interpelle en fait sur une situation particulière. Vous êtes des jeunes diplômés, vous sortirez de ces universités, il est important d'avoir une spécialité, une majeure. Et juste après ça, il aborde une situation particulière parce qu'il y avait plusieurs casquettes à l'époque. C'était la construction de l'aéroport de Diamniadio à Dakar. C'était un aéroport pharaonique qui était conçu en mode contrat de partenariat public-privé. Et il a expliqué la mécanique et j'ai été impressionné pour le coup. Il a un peu une phrase importante, financer l'infrastructure de développement à 0 francs entre parenthèses. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, cette mécanique permet de facilement donner la possibilité à nos opérateurs économiques, experts, de pouvoir accompagner l'État dans des missions précises en termes de financement, construction, design. Je prends un cas simple. Vous avez une école, une autoroute à péage. Un privé vient, met son argent, finance, construit, design, exploite. À la fin,
transfère à l'État. Donc c'est un souffle d'air, un bol d'air qui donne à l'État en permettant de pouvoir construire effectivement l'infrastructure, la transférer. Oui. Mais dans ce contrat, il faudrait surveiller naturellement les risques contractuels, l'équilibre contractuel, savoir dans quel sens l'État ne doit pas se faire gruger, excusez-moi du terme. Mais moi, c'est la mécanique qui m'a impressionné. Le financement, le développement. Et c'est des choses qui me touchaient moi particulièrement. C'est justement ce que je m'apprêtais à vous demander. Qu'est-ce qui vous a passionné dans cette affaire? Bon, d'accord, vous êtes juriste et tout, on parle de contrat, on parle de droit. Et puis là, au moment où votre professeur vous parle de PPP, il vous parle de construction, il y a quelque chose qui se passe en vous. Qu'est-ce qui vous attire vers les PPP? Parce qu'à la fin de la journée, ça reste des contrats. Donc ça aurait pu être quelque chose d'autre qu'on vous aurait proposé. Mais qu'est-ce qui a vraiment fait en sorte que vous voyiez ça comme le vrai filon d'avenir sur lequel il fallait peut-être jeter son regard en tant qu'étudiant gabonais au Sénégal à cette époque? C'était déjà, comme je dis, la vie, c'était un ensemble d'échanges. C'est des échanges en fait qui impactent. Donc, hormis M. Sarro, j'ai eu la chance de prendre part à l'atelier, d'où la curiosité. La Banque africaine de développement qui faisait la lecture d'un rapport sur les infrastructures en Afrique. Et ils évoquaient que l'Afrique, à l'époque, avait besoin à peu près de plus de 2 000 milliards en termes de budget infrastructurel. Il était important de pouvoir trouver des solutions indicatives à ce développement. Et pour cela, il fallait penser à des mécaniques, de nouveaux métiers que certains ne faisaient pas. Et en observant et la chance, en discutant avec un expert, un monsieur qui m'a vraiment impressionné, il a développé cette technique du PPP. Il a démontré effectivement que c'est une facilité, une possibilité aux États de se concentrer sur d'autres secteurs sociaux, en donnant aussi la possibilité aux opérateurs économiques qui sont experts, parce qu'il faut le rappeler, il y a des entreprises telles que Apple, je prends un cas simple, d'autres entreprises cotées en bourse dans différents pays, qui sont plus riches que les États. Et ils ont la capacité, en fait, pour moi, d'apporter de l'argent, des capitaux, une expertise, et nous pouvons tirer parti de cela. Et la construction de barrages hydroélectriques, par exemple. Vous avez un besoin en matière d'énergie électrique et vous avez un opérateur économique qui vous apporte une expertise, une technicité, un apport de fonds pour construire une infrastructure de type barrage. Mais c'est quoi l'impact après? C'est l'électrification. C'est des quartiers qui seront connectés et un enfant, il y a 2-3 ans, qui n'avait pas accès à la lumière pour étudier, mais facilement donnant cette possibilité de pouvoir avoir accès à la lumière grâce à une infrastructure construite et établie dans le temps qui fournit l'énergie à moindre coût, un coût économiquement décidé, acté et négocié, mais c'est déjà ça un impact. Vous avez aussi tout ce qui concerne la partie des hôpitaux. En Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont un programme assez intéressant, très intéressant en matière de construction d'hôpitaux sous fonds PPP. Donc, les privés accompagnent, ils viennent, ils exploitent, transfèrent à l'État une infrastructure de type social, université. En fait, ce qui m'a marqué, c'est trouver une solution pérenne, une alternative au financement de l'infrastructure. Et donc, c'était un ensemble de rencontres particulières, je ne saurais pas comment le dire, mais j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui ont su capter mon attention. Et c'est des personnes, et je dis souvent ça, l'intérêt et l'importance des anciens, c'est pouvoir à un moment donné donner cette passion, ce feu à cette jeunesse et indiquer que voici les secteurs dans lesquels vous pouvez travailler. Et il m'a dit, les jeunes, l'infrastructure, le portuaire, tout ce qui est lié à l'alimentation, à l'environnement, sont les secteurs d'activité qui vont porter. Et ça fait quoi? Ça fait 15 ans plus tard, 17 ans plus tard, c'est toujours la même chose. L'environnement, ça devient le véritable enjeu. Vous avez, j'ai des amis qui travaillent dans l'environnement, mais ils sont constamment en plein vol. Mais ce qui est impactant, c'est la possibilité effectivement de changer des vies, changer la donne. Et je sais pas comment dire. Se réinventer et apprendre tous les jours. Et c'est ce qui est magnifique. Monsieur Eman, quand vous parlez de votre rencontre avec votre professeur, là on est en plein amphithéâtre, vous êtes encore étudiant, vous êtes assis, vous parlez de ce rapport que la Banque africaine de développement présentait, vous êtes encore étudiant et vous allez assister à une conférence de la Banque mondiale où ils présentaient un rapport. Enfin, je dis ça comme ça, je pense que les gens qui m'écoutent, voilà, je dis ça comme ça. Alors, on va poursuivre parce que je pense que c'était un passage très, très important à préciser. D'accord. Aujourd'hui, lorsque les étudiants sont à l'université, ils se concentrent uniquement sur le cursus, sur les cours qui leur sont proposés. Alors, j'ai un cours de maths de 2 heures, je fais mon cours de maths et je rentre chez moi. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour qui pourrait être bénéfique à sa formation de mathématicien ou à sa formation de technicien de technicien industriel ou à sa formation en ressources humaines, on ne regarde pas beaucoup en fait, si ce n'est pas quelque chose qui est imposé par l'université. Or, parfois,
il y a des choses, pas parfois, j'ai même envie de dire tout le temps, il y a des choses qui seraient vraiment bénéfiques pour les étudiants, mais ça reste d'abord et avant tout une démarche personnelle. Monsieur Eman, quand vous terminez vos études, après avoir eu ce premier contact avec les PPP et puis, bien entendu, cet intérêt, cette flamme qu'on a allumée en vous, votre parcours professionnel commence par quoi ? Dites-nous, là en fait, on est simplement dans l'histoire, nous sommes au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe après ? 2007, je pars en 2003. 2007, j'ai ma maîtrise. Les parents disent, non, l'État m'a payé un billet. Les parents n'ont pas payé, l'État m'a payé un billet pour revenir les vacances. Et j'envoie les demandes. Je disais, je peux rentrer au Gabon si j'ai pas un stage. Je sais, je vais me fatiguer à la maison, la même routine. Et j'écris par hasard dans les cabinets d'avocats. Je ne connaissais pas un métier de conseil juridique. On me dit, écris là-bas, conseil juridique. J'écris dans un cabinet de conseil juridique à l'époque, des lois juridiques et fiscales pour le citer. Et je suis appelé. Et une dame m'appelle. Par Deloitte. Okay. En stage en 2007. Et j'ai une dame, Madame Diouf, qui était la secrétaire particulière de la secrétaire de Madame le directeur général des Deloitte, qui m'appelle, Monsieur David Eman, votre dossier nous intéresse. Ah bon ? Vous êtes encore jeune et serez-vous partant pour un entretien à Libreville ? Ok, chemin faisant. Je viens à Libreville, je passe en entretien, je commence. Avec le billet pour les vacances que l'État avait payé. L'État a payé. D'accord. L'État a payé ce billet de vacances et je dis merci beaucoup. C'est quelque chose, je dirais jamais assez merci. Et je m'assieds, je viens à Deloitte le premier jour. Je rentre, je vois les gens qui rentrent. Et j'ai mon maître de stage qui arrive, Madame Angela. Et elle me dit, c'est où, Monsieur David Eman ? D'accord. Là, c'est ça qu'on va rencontrer. Mais j'ai une petite difficulté, c'est que la bibliothèque n'est pas bien rangée. D'accord. Et j'ai dit, oui, pas de problème. Ok, je suis entré à la bibliothèque. Elle était assez grande. En fait, ils avaient déménagé. Et il y avait des textes partout. Et ça a été la meilleure leçon de ma vie. Et c'est ce qui m'a permis aussi, qui me permet aujourd'hui d'être curieux. Pour une raison simple, c'est qu'il faut appréhender les choses à leur base. La bibliothèque, chez un juriste. Savoir chercher le texte, lire le texte, le comprendre, le ranger. Pour avoir les réflexes rapides de pouvoir trouver un texte. Mais comprendre le texte où chercher. Et ça a été ma meilleure expérience. J'ai fait la bibliothèque durant ma période de stage. Tous les jours, je rangeais la bibliothèque. J'ai fait l'index de la bibliothèque. Rangé, je connaissais où le texte se situait. 2 mois après, quand je cherchais un texte au cabinet, je cherchais un texte, j'étais tellement rapide à trouver ce texte. Et pourquoi ça vous a pris combien de temps de ranger toute la bibliothèque ? C'est un peu... j'étais payé, ça dure aussi. J'ai maintenu mon stage, mais entre parenthèses, ça a pris 3 mois. Mais je ne l'ai pas numérisé, j'avais juste rangé la bibliothèque. Mais j'ai aussi mes petites consultations où on m'apprenait. Parce que ce qui est important, c'est que vous avez un diplôme, certes, mais il faut appréhender l'environnement, le contexte. Le métier dans lequel j'entre, c'est le conseil juridique et fiscaux. C'est un métier que je ne connaissais pas. Je pensais avec les avocats, avec les notaires, huissiers de justice. Mais conseil juridique et fiscaux, c'est l'accompagnement des entreprises au quotidien sur des expertises précises, fiscales, douanières, qui accompagnent ces entreprises qui ont besoin de confidentialité. C'est des grands groupes. Et là, il faut intégrer quelque chose d'important chez la jeunesse. Vous entrez quelque part, apprenez les codes et comment ça se passe. Je dis souvent, le droit est une science où l'humilité précède plein de choses. J'ai appris à lire et écrire le droit. Je savais lire le droit, je savais lire des textes juridiques ou faire une dissertation juridique ou faire un commentaire d'arrêt. Mais lire le droit dans ce contexte, c'était pouvoir prendre un texte juridique, prendre la préoccupation du client, savoir dire un peu de mots, ce qu'il faut savoir, et savoir écrire dans les mots, le jargon, avec la précision qu'il fallait faire. Donc, j'ai appris une manière de travailler et surtout l'effort. Les cabinets de conseil juridique, c'est très concurrentiel. Vous avez plusieurs cabinets. Il faut pouvoir délivrer rapidement. Vous pouvez être le plus intelligent du monde, le plus brillant du monde, mais il faut savoir répondre en temps et en heure à la situation demandée. Si vous ne délivrez pas, vous serez un génie parmi tant d'autres, mais vous ne pourrez pas en fait, fonctionner ou vivre votre passion. Donc, c'est vraiment ce qui est important. Et en 2000, mon stage se termine très bien et je pars. On dit au revoir, monsieur David. Combien de mois de stage ? J'ai fait 3 mois de stage et je repars. Et l'associé à l'époque me donne un petit cadeau. C'était payé ? Oui, elle m'a bien payé. Vous voyez, venu pour des vacances, vous repartez quand même avec quelque chose. C'était un petit cadeau, un cadeau qu'elle m'a fait en partant. Elle m'a dit bravo pour ce stage, merci. Et je pensais partir. C'était mon dernier jour. Après, elle arrête de travail, tout le monde en salle de réunion. Parce que qu'est-ce qui se passe quoi, parce que la vie, tu attends d'abord. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore ? Après l'appel, toute la salle,
au revoir, surprise. Une petite fête à mon honneur. Et c'était un peu la tradition. C'était tout le monde qui partait, tout le monde qui venait, donc qui partait surtout à l'anniversaire. Il y avait cet anniversaire, vous savez, cette cérémonie-là, ce partage de cocktails. Et ça m'a marqué, c'était cet attachement humain avec un environnement qui est très exigeant. Et on m'a dit, petit cadeau pour toi, l'associé m'a donné ce petit cadeau pour toi, tiens. C'est pour faire ton trousseau scolaire et acheter tes bouquins et reviens-moi. Et simplement, 2 ans après, j'ai vendu DEA. C'était quoi le petit cadeau, monsieur Eman? Vous passez très vite dessus. Non, une petite enveloppe, un petit chèque, mais surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'elle a demandé, elle a vérifié en fait quels étaient les frais de scolarité. Et donc, elle a donné l'équivalent de 2 années de frais de scolarité, d'écolage, essentiellement. 2 années de frais d'écolage. 2 années, en fait. C'est quoi la faculté à l'époque? C'était quoi? Moi, j'ai payé 150 000, 200 000 francs, mais à l'époque... Oui, mais c'est beaucoup. Oui, mais c'était un cadeau qui venait du cœur parce qu'en fait, ils disaient, je veux encourager ce que tu fais. Et 2 ans après, je suis mon DEA, d'études approfondies. En fait, ça prépare aux études doctorales. Et moi, je suis très curieux. J'avais une volonté de appréhender la mécanique du droit. Parce qu'en fait, ça apprend à la recherche. Ça permet de pouvoir développer effectivement, ça ouvre au doctorat, mais ça permet de développer effectivement des réflexes juridiques très importants pour pouvoir voir ce qu'on appelle une culture générale assez importante. C'est-à-dire que vous avez une thématique, vous pouvez puiser dans le droit national, dans les textes en vigueur, dans la doctrine. Et la formation, en fait, ne vous limite pas. C'est un outil qui allume une flamme en vous et qui permet à chaque instant de pouvoir, qu'importe la matière appréhendée, avoir les bons réflexes pour la recherche, l'appréhension de la science juridique. Donc j'ai fait un DEA privé général, mais c'était long. En Afrique, il y a les grèves. On avait que 5 matières, mais très denses. 5 matières qui amenaient peut-être sur 30 matières. Je prends un cas de droit de la famille. Dedans, j'avais les successions musulmanes, j'avais les successions classiques, j'avais tout ce qui était régime matrimoniaux. Mais vous n'avez pas laissé tomber, vous avez continué. Non, j'ai eu mon DEA. C'était la voie royale. Vous imaginez-vous à la fac de droit, à l'époque, nous étions à la fac première année, nous étions à 12 000. 12 000. 12 000. Deuxième année, nous étions à 4 000. Troisième année, dans mon département, nous étions la section droit privé général, à peu près 500, 600. Et ce DEA a été très sélectif parce qu'en fait, il y a eu 1000 candidatures, ils n'ont pris que 14. Donc on part d'un format initial de 12 000 étudiants pour arriver au fur et à mesure des années à 14. Ça dépend parce qu'en fait, à l'époque, c'est l'ancien régime, vous avez la maîtrise. Après, vous pouvez choisir un master intéressant en douane, mais pour le master recherche, c'est la voie doctorale en fait. DEA à l'époque, c'était la voie royale pour le doctorat. Et donc, c'était quelque chose de très demandé parce que derrière, ça ouvrait des bourses de coopération à l'international sur les aspects de recherche. Vous jusqu'à ce niveau. Et non, c'était une candidature et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai passé un oral à ma maîtrise avec un enseignant de l'époque, le professeur Ndiaye Diouf, professeur émérite de la faculté de droit, doyen émérite aussi. La particularité, il était plus de 3 fois directeur des concours d'agrégation au niveau du CAMES. Et je suis tombé sur un mémoire qui m'a énervé. Mais j'ai dit merci professeur. Toujours la recherche. Monsieur David Eman, votre mémoire de fin d'année de maîtrise, c'est analyser, rechercher, dépouiller la jurisprudence sénégalaise en matière de droit des sociétés. Donc j'ai passé toutes mes journées au tribunal de commerce de Dakar en train de fouiller les décisions. Tout ce qui était décision de justice en matière de droit des affaires WADA. Je les ai prises, je les ai collectionnées, j'ai lu, j'ai analysé, les présenté à l'enseignant. Est-ce que cela était utile pour vous? C'est vrai que ça vous énervait, mais... Non, sur le coup, c'est parce qu'en fait, c'était des sujets analysés, recherchés. Oui. Vous savez, déjà le matin, prendre le taxi. Ça fait beaucoup de recherches documentaires. Mais rencontrer des gens, et je dis souvent, merci pour le podcast, mais il y a des gens dans l'ombre, vous imaginez pas en fait le potentiel, la maîtrise, la connaissance que ces personnes ont. Oui, clairement. Et donc, j'ai rencontré des gens intéressants, des gens magnifiques et des magistrats, présidents du tribunal, qui m'a reçu de manière chaleureuse, et qui m'a montré les rouages, qui m'a appris beaucoup de choses, l'analyse juridique, des textes juridiques, un commentaire d'arrêt, de manière pragmatique, d'assister à des audiences, voir comment ça se passe, un référé exécution, des choses que je ne connaissais pas, que je connaissais dans les livres, mais je n'ai jamais vu. Donc on était vraiment sur quelque chose, vous aviez l'enseignement théorique et de l'autre côté, vous étiez vous-même en train d'emmagasiner le maximum d'enseignement pratique en fait. J'ai dit en fait, mon parcours en fait, je dirais assez, j'ai rencontré des gens magnifiques et formidables. Et donc,
on s'égare même, c'est la passion et c'est l'émotion en fait qui revient et qui remonte. Donc après, mon DEA, 2 ans après, j'envoie encore un message, j'ai dit à Deloitte, j'ai fini mon DEA. 3 minutes après, l'associé m'appelle. Qu'est-ce que tu fais? Rentre au pays. Oui, quand tu te débrouilles, prends ton diplôme, tu rentres au pays. Je suis rentré au Gabon le 28 janvier 2010. Le 29 janvier, j'ai commencé le travail. Le 28, vous étiez au Gabon. Le 29, vous étiez au travail. Le 29, j'ai commencé le boulot. Vous aviez quel âge? J'avais 25 ans, je pense. 25 ans et vous étiez déjà à Deloitte? Non, c'est un Big Four parmi tant d'autres, c'est une chance. Il y a beaucoup de profils, il y a des CV. Non, c'est mon stage qui a peut-être fait que mon visage soit connu. Moi, peut-être ma volonté, ma passion. Votre assiduité, peut-être c'est ça aussi, c'est ça. C'est le sérieux que vous y aviez mis. C'est beaucoup de facteurs. C'est pour ça que le moment où on a parlé de cette bibliothèque était important. Parfois, lorsque l'on commence un stage, on a tendance à minimiser certaines tâches que l'on nous donne et à pas les faire sérieusement. Mais on oublie qu'en fait, c'est le résultat de ce qu'on va fournir qui va laisser une trace sur qui nous sommes réellement. Donc à ce moment précis, monsieur et madame tout le monde auraient pu dire que c'est une tâche ridicule pour quelqu'un de votre rang, par exemple. Enfin, vous appreniez le droit, vous aviez déjà votre diplôme, vous arrivez au Gabon, vous dit de ranger une bibliothèque. Quelqu'un s'attendrait peut-être à ce qu'on lui dise oui, bon, tu vas déjà venir nous assister sur tel dossier. Vous l'aviez pris au sérieux. Et c'est ça qui a laissé la trace de quelqu'un de méticuleux et aussi d'humble, hein? L'humilité, monsieur Eman. Non, c'est pas ça. C'est l'humilité. Chez beaucoup de jeunes, l'humilité manque. Je vous le promets, croyez-moi. Non, mais bon, ça peut chacun appréhende. Et joli, il y a quelque chose d'important, c'est rencontrer les bonnes personnes. Pour une raison simple. Vous avez par exemple ces enseignants que je rencontrais. J'avais aussi notre enseignant, M. Isaac Rombadiaï, qui enseignait dans le monde entier à l'Université Paris-la-Sorbonne. Il est dispensé des cours magistraux, il est reconnu à l'international. Mm-hmm. Cette personne qui est multidiplômée, qui fait le tour du monde, qui écrit, qui est productif, quand il descend dans certains pays, il est traité comme un chef d'État, limousine à la limite, chef de sécurité. Mais c'est des personnes, en fait, à la fin du cours, monsieur, vous l'interpellez, il se tourne, vous discutez. Il prend son temps de vous expliquer les choses. L'humilité. Donc vous vous rendez compte, en fait, que cette personne qui est en face de moi, cette sommité qui est en face de moi, elle prend son temps minimal de m'expliquer les choses. Et vous vous rendez compte que c'est des enseignants comme ça qui sont vus dans le monde entier comme des stars qui participent à des textes régionaux, internationaux, mais qui, à la fin du coup, vous avez plein d'étudiants autour d'eux, ils prennent le temps de le faire, ils prennent le temps d'expliquer. Et cet enseignant, durant ce mémoire que j'ai eu à faire, il a pris son temps. Premier, c'est assez rude. Bon, oui, la méthodologie, c'est comme ça. Parce qu'il n'a pas de temps, il était pressé, il partait. Après, il m'a rappelé, monsieur, repassez au bureau. D'accord, bon, on va reprendre tout. Il m'a réexpliqué la méthodologie. Il avait un cours qui commençait en 10 minutes. Il a pris le temps de me l'expliquer. Donc, vous voyez, à un moment donné, si vous, à quel moment vous pensez prendre la grosse tête, si en face de vous des sommités de cette nature, prennent le temps de pouvoir s'adresser et respecter tout le monde. C'est très important. Si vous intégrez ça dans votre tête et vous intégrez effectivement l'exigence que ce métier a, les textes évoluent tous les jours, la pratique évolue tous les jours. Aujourd'hui, pour être le meilleur, mais d'autres viendront plus tard. Clairement. Et ce qui fait que vous avez une obligation d'appréhender effectivement les choses et pouvoir donner, dispenser. Et vous savez ce qui est magnifique dans ça? À la fin de sa carrière, il y a souvent ce qu'on appelle les mélanges qu'on offre à des enseignants. C'est-à-dire que tous les enseignants qui participent, amis, collègues, qu'est-ce qu'ils font? Ils composent un ouvrage, des articles en la mémoire de la personne. Et cet article, en fait, les publié, on dit mémoire, le nom du professeur, tel mélange. C'est des mélanges, autant pour moi. Mais quand ces enseignants, certains viennent, parce qu'il y a un qui prend la parole et qui rappelle un peu l'histoire de l'enseignant, on vous dit à un moment donné que toutes ces générations, ces pommes se lèvent. Il est enseignant, professeur agrégé. Il a formé plus de 30 professeurs agrégés. Docteur, il a formé une cinquantaine, centaine. Vous avez des gens de l'international qui viennent. Mm-hmm. Mais en fait, ça vous impacte. Cette personne Clairement. A changé. C'est encore plus impactant au niveau de la médecine. Je comprends. Personne qui a formé des chirurgiens, des centaines de chirurgiens. Je l'ai vu en direct. Mais vous ne savez pas, il est vu en fait par ce savoir qui a été sauvé. Qu'il a pu sauver. Et bon, il faut rester simple, c'est tout.
C'est pour ça que je disais que l'humilité, c'est très important. Et dans ce que vous aviez dit, ça fonctionne dans les deux sens. Aussi bien du côté du professeur, ce que vous veniez de mentionner, et du côté des étudiants qui doivent ensuite apprendre de leurs professeurs. Je ne commenterai pas certaines réalités, parce que c'est pas ça l'objet du podcast, mais je voulais juste le préciser. Je pense que les gens comprennent ce que je veux dire. Monsieur Eman, donc vous commencez ce travail à Deloitte, on est le 29 janvier, vous y restez combien de temps? Je fais 5 ans à Deloitte. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? 4 ans et demi pour une raison particulière, c'est parce que mon responsable, ma patronne à l'époque Deloitte, Madame Madeleine Baird, cité, est passée présidente du patronat gabonais. D'accord. Avant d'être FEG, c'était CPG, Confédération Patronale Gabonaise. Oui. Et juriste a dit il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de réformes, il y a beaucoup de discussions, il y a de la technicité. David, ça te dirait ce challenge? À cette époque, vous avez 29 ans. On vous emmène déjà dans, parce que moi dans quelque chose d'un peu plus grand. Vous savez, le monde des affaires, observez les chefs d'entreprise à succès. Il y a un pragmatisme. J'ai assisté aux premières réunions de l'Assemblée générale, la CPG, qui est devenue FEG. À l'époque, on assistait les clients quand à Deloitte de cette nature. Vous ne prenez pas un conseil d'administration. Vous avez les directeurs généraux présidents du conseil d'administration, des personnes âgées, d'expérience. Mais quand elles prennent la parole, elles sont claires, incisives. Elles savent, il n'y a pas de tergiversation. Elles savent ce qu'elles veulent. Et ça m'a impressionné. C'est des gens pragmatiques. Et j'ai compris que le pragmatisme, c'est ce qui est important. On peut énoncer ainsi, mais voir comment une décision pragmatique se prend. Ça se matérialise. C'est quelque chose. C'est objectif. Et c'était un challenge pas mal. Vous m'accompagnez, David. Vous serez à la CPG, responsable juridique de la Confédération patronale gabonaise. Il y a beaucoup de réformes, beaucoup de travail, beaucoup d'autres projets, pour ne citer que cela. Et c'était très juridique. Il fallait quelqu'un plein temps pour le faire. Et vous avez accepté? J'ai accepté pour une raison simple. C'est à l'époque, j'ai rencontré une personne à l'étranger, à Deloitte, parce que j'ai eu la chance, grâce à Deloitte, de faire partie d'un programme d'excellence qui m'a envoyé à Houston sur le droit pétrolier. Donc, Deloitte m'a aidé, Deloitte Gabon m'a aidé énormément. Et m'a payé la visite exploratoire. Et j'ai pu, durant cette visite exploratoire, une semaine, aller au centre Center Energy de Deloitte à Houston, au Texas. Et j'ai pu appréhender une matière que j'aimais beaucoup, le droit pétrolier, avec toutes ses complexités, ses réalités. Et ils m'ont même payé, en fait, une formation particulière des négociateurs pétroliers, AIN. En fait, cette formation m'a ouvert la porte à une autre formation que j'ai passée à distance, mais personne ne sait ça, Deloitte. Je dis aujourd'hui, j'ai mon diplôme. Merci Deloitte Gabon. Deloitte Gabon. Et c'est ça. Et je dirais, il y a Madame Angela et une grande sœur Chimena Ito à Deloitte aussi qui m'ont accompagné. Je vais expliquer pourquoi ces femmes sont importantes aussi dans ma vie professionnelle. Et Deloitte, je suis à la Confédération patronale gabonaise, responsable juridique. Et quelques temps après, je suis proposé en tant que conseiller juridique. J'ai fait un an et demi au patronat gabonais. Et après, je suis proposé à être conseiller juridique d'un département ministériel, notamment le commerce. Je commence par le commerce. D'accord. Industrie, petite et moyenne entreprise, après investissement. Donc, après la responsable juridique, j'ai eu à peu près 6 ans conseiller juridique du ministre. D'accord. Sur différents secteurs d'activité, j'ai appris beaucoup de choses. Vous avez aussi vu beaucoup de choses et vous avez travaillé sur énormément de projets. Je suis sûre que quand on roule dans Libreville, on voit des bâtiments, on voit des infrastructures ou alors on entend parler de certains projets. Nous, on les voit comme ça, mais vous, à chaque fois que vous les voyez, vous avez peut-être l'impression... Oui, j'ai l'impression j'y ai pris part. C'est une de mes meilleures expériences pour une raison simple, c'est-à-dire que je dis toujours, ce sont les rencontres que je vais faire dans ces administrations sectorielles. On dit administration publique, les gens ne travaillent pas, alors que c'est pas vrai. Vous avez des gens magnifiques, vous avez des jeunes qui en veulent, mais pour qui des fois il faut donner la possibilité de travailler. Et j'ai eu à prendre part à des rencontres, des discussions, à des ateliers techniques avec ces personnes-là dans l'administration gabonaise, des gens magnifiques. Et je vous dis, mon parcours, je ne suis que le fruit de ces rencontres, des gens qui ont pris le temps de le faire. Deloitte, j'ai eu l'associée principale, Mme Manler, qui m'accompagnait, Mme Baird. Et derrière, il y avait 3 femmes. 3 femmes, et je dis ouvertement, elles m'ont chauffé et je suis heureux. Je peux citer non, il y avait Chimena Ito, c'est une dame, elle est très rigoureuse. Elle m'a appris à lire et écrire le droit. La rigueur dans la rédaction, la rigueur dans la réponse. Un rapport, il est concis, comment ça se passe. J'avais Madame Angela qui m'a toujours, Angela Libet, qui
qui était pluridisciplinaire, qui apprenait les choses de manière simple. Vous voyez, quelqu'un, des dossiers, 30 dossiers qu'elle reçoit, mais jamais elle va tomber. Elle rit, elle absorbe, elle fait la journée et délivré. Elle prend le temps de nous asseoir, évidemment, tu ne comprends pas. Elle prend, elle explique, l'associé on vous regarde, et l'associé vous réunit tous, l'associé vous appelle, l'associé prend son temps, un associé qui est peut-être à 350 000 francs l'heure, elle prend son temps, rentre dans mon bureau, écrit, apprend, appréhende. Et ça m'a marqué, et les 5 premières années, professionnalistes à tout le monde, sont les plus importantes de la vie. Prenez les bonnes habitudes, des horaires au travail, c'est très important. Vous avez la capacité d'emmagasiner, de lire, de pouvoir échanger et surtout la courtoisie, c'est très important. Alors, selon vous, Monsieur Eman, après tout ce parcours, on voit que vous êtes parti du secteur privé petit à petit, on vous a tiré dans le secteur public, mais tout ceci est resté passionnant parce que vous travaillez à côté de personnes qui elles-mêmes étaient dynamiques et qui vous tiraient vers le haut. Donc, après tout ceci, quel est le rôle quand vous voyez votre évolution? Est-ce qu'à ce moment-là, vous compreniez et vous aviez déjà clairement identifié le rôle d'un juriste dans le développement d'une société, donc d'un pays? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Non, c'est une expérience personnelle. Peut-être j'aurais pas toute la réponse. Non, de votre point de vue. De mon point de vue, ce qu'il faut appréhender, c'est que déjà, le droit, ce qu'on appelle la summa division, les divisions principales du droit, droit public, droit privé. Droit public, c'est tout ce qui concerne le service à l'État, le service aux organisations internationales, l'administration publique. Tout ce qui est droit privé, c'est au service à la clientèle privée, aux entreprises. Et donc, dans chaque secteur d'activité, le juriste a un rôle important. Le droit, c'est des règles. La société est régie par des règles. Le business est régi par des règles. L'évolution et le comportement sont régis par des règles. Et le droit, effectivement, c'est l'ensemble des règles juridiques effectivement, qui encadrent la vie en société. Et cette vie en société est répartie en plusieurs secteurs d'activité. Donc, le juriste a cette obligation de pouvoir effectivement donner du sens à notre volonté de vivre ensemble. Aussi bien dans tout ce qui concerne la vie politique, la vie sociale, ce corps de règles permet de constituer et de fonder notre pays, notre nation. Et sur le droit privé, par exemple, en matière de droit des affaires, j'ai expliqué, ce sont des règles qui permettent de servir l'entreprise, de l'accompagner, d'être en régularité avec l'État pour effectivement être des entreprises citoyennes. Donc le droit a cette particularité par sa notion, même sa volonté, sa destination, de pouvoir organiser les choses, réguler et défendre les droits, les situations particulières. Le droit appliqué de manière efficiente, c'est un outil de coordination et de développement social qui n'a pas de terme. Moi, c'est ma vision et les économistes diront la même chose selon le secteur d'activité, mais c'est ça les règles de droit. Aujourd'hui, vous souhaitez faire une activité, vous souhaitez ouvrir une entreprise, vous êtes obligé de respecter les textes en vigueur. Vous n'êtes pas respecté, vous êtes sanctionné automatiquement. Il y a des textes partout, même quand on achète une SIM. Il y a des textes partout. La protection de la carte personnelle, c'est des droits, c'est des règles particulières qui sont encadrées, qui encadrent la vie en société et s'ils ne sont pas respectés naturellement. Et ça, il faut avoir les professionnels qui accompagnent. Mais dans ce cas, M. Eman, avec le nombre important de jeunes diplômés en droit sortis de l'UOB, certains estiment que cette formation mène davantage plus au chômage qu'à des opportunités professionnelles concrètes. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout dépend de l'écosystème dans lequel on travaille, on se développe, mais déjà le droit, ce qu'il faut appréhender dans le droit, c'est une matière qui a vocation à ouvrir des portes à différents niveaux de secteurs d'activité. Vous avez par la science juridique, le droit, la possibilité d'avoir accès à des secteurs d'activité particuliers, la douane, le trésor, autre chose, par des voies de concours. Ça, c'est un point. Mais ce qui est important, c'est un malaise qui est évident dans l'Afrique subsaharienne, c'est une réalité, c'est que je dirais que c'est beaucoup plus la formation post-bac qui pose problème. Pour exemple, c'est est-ce que derrière, on a mis les outils nécessaires pour permettre à cette jeunesse de pouvoir s'intégrer? Est-ce que derrière, la société crée un écosystème mouvant qui permet effectivement aux générations de se retrouver à l'intérieur, de trouver leur compte et aussi de pouvoir s'intégrer dans un nouveau schéma directionnel. Et donc, c'est une vision à 360 degrés. Et c'est ça la réalité, c'est que nous avons dans nos sociétés peut-être pas développé les niches d'emploi assez importantes qui permettent de créer de nouveaux emplois, de nouvelles matières, de nouvelles thématiques. Dans l'environnement, par exemple, je prends un cas simple, c'est des thématiques qui ne sont pas très connues, pas très enseignées dans nos universités. Mais on vous dit, par exemple, l'environnement nourrit bien son homme, on nourrit effectivement plusieurs secteurs d'activité. On ne parle plus que de ça aujourd'hui. À l'heure où on a organisé la COP28 il n'y a pas longtemps. C'est un cas, c'est l'actualité, mais la santé, par exemple. Vous avez des situations particulières aujourd'hui dans la santé. On a besoin de personnes qui s'y connaissent. Donc, déjà, le problème, peut-être, c'est aussi nous, les anciens, d'abord,
qui devront promouvoir des métiers de droit qui ne sont pas connus. Des métiers en fait qui sont des véritables niches pour lesquels les entreprises ont besoin. Vous avez par exemple l'acte uniforme OHADA aujourd'hui, c'est le corps de règles défini de manière supranationale qui encadre en fait certains secteurs d'activité. C'est un peu l'OHADA de manière synthétique. Vous avez le droit des sociétés. Cet acte uniforme, ce droit a été réformé en 2014. À l'intérieur, vous avez des nouveaux métiers créés, des mandataires, mais ces métiers ne sont pas promus au niveau du Gabon. Donc c'est déjà ça, c'est que les jeunes entrent, ce qui est bien, les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Par le droit, l'économie, qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous pouvez poster un concours du Trésor de la donne parce qu'on sait que naturellement il y a une meilleure rémunération, on sait que son enfant, ses sacrifices permettront quand même de donner une situation. Mais c'est une vision réaliste et classique de la chose. Les métiers veulent la société évoluer, mais il faut capter les besoins. Et là aussi, c'est le rôle de l'université. Pouvoir promouvoir effectivement des filières, des niches de talents, d'activités pour lesquelles on sait que notre jeunesse en a besoin. On passe vraiment à l'équation, formation, emploi. Ça, c'est des éléments importants, mais il faut aussi créer la volonté ou la niche qui permettrait, de manière prospective, à que cette jeunesse puisse intégrer naturellement ces nouveaux métiers. C'est une réflexion qui me touche et qui me marque pour une raison simple, parce qu'elle est parlante. Il y a 15-20 ans, on va avoir un stage, un concours, accéder à certains métiers. Mais aujourd'hui, la compétition est rude. Et dans les familles, dans les maisons, vous avez des personnes diplômées. On ne forme pas en droit qu'à Libreville et au Gabon. Et là, il y a des étudiants gabonais qui vont à l'extérieur. Et ce qui est dur, c'est que là, on voit peut-être que l'écosystème au niveau local, les nationalistes qui sont rentrés, mais vous avez des étudiants gabonais partout dans le monde entier qui sont formés. Après, il faut rentrer. Il faut servir le pays. On veut rentrer pour rester à côté de nos proches, mais si à la fin on n'a pas à trouver un emploi, une situation, mais ça crée de la frustration, ça crée un malaise, un mal-être. Et là, en fait, moi je mettrais la préoccupation et la solution sur un angle pluridimensionnel. Les universités, la société, l'État qui doit de manière prospective donner quelles sont les opportunités ou l'orientation générale de la croissance. Aujourd'hui, si on dit que la croissance est portée par tel secteur, mais développons dans un secteur, quelles sont les niches de croissance, quels sont les nouveaux métiers. Moi, j'étais impressionné de savoir qu'au niveau du bois, vous avez des métiers qui rapportent bien son nom. Vous avez ce qu'on appelle les cubeurs, qui sont effectivement au niveau des essences de bois qui appréhendent, mais c'est des métiers en fait qui rémunèrent très bien leur homme. Soit dit en passant, on a un peu plus de 400 essences de bois exploitables au Gabon. Et combien? Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et donc c'est ça. Et même dans la protection, on revient encore à la protection de la nature, des forêts, vous avez tout un écosystème qui peut promouvoir et qui permet de travailler. Donc c'est vraiment une vision prospective. Je vous remercie pour la question parce que derrière ça, c'est toute la redéfinition des mindsets, la redéfinition de qu'est-ce qu'on doit faire. Et là, il faut que les gens soient courageux. Donc, si on comprend bien ce que vous nous dites, le métier de juriste, c'est bien un métier qui offre des perspectives d'avenir. Énormément. Pour cela, il faut juste identifier des opportunités dans le domaine. Vous avez notamment parlé de la forêt, vous avez parlé de l'environnement, vous avez parlé du pétrole. Quel autre secteur, selon vous, encore pourrait représenter des opportunités? Vous avez même parlé des différents métiers dans le droit qui sont présents dans l'acte uniforme OHADA. Pour les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, qui font le droit, si vous pouviez synthétiser 5 orientations qu'ils pourraient prendre après leur comment ils appellent ça tous, le tronc commun, je suppose, après leur tronc commun, une orientation qu'ils pourraient prendre. Si vous nous synthétisiez ça en 5 orientations, ce seraient lesquelles selon vous? Comme j'ai dit, dans le droit, il y a la Summa Divisio, droit privé, droit public. Nouvelle orientation de base dans l'administration centrale. Je prends un cas simple, les collectivités locales. L'avenir, c'est la décentralisation. C'est l'accompagnement des collectivités locales dans leur vision prospective de développement. Vous avez des collectivités locales. Le potentiel n'a pas encore été développé, même à 50%, pour tout ce qui concerne contribution, taxation, développement local communautaire. C'est des secteurs d'activité aujourd'hui qui développent et qui emploient énormément ailleurs. Vous avez tout ce qui concerne la préservation des eaux et des ressources qui sont fondamentalement importantes. Vous avez tout ce qui concerne les ressources naturelles. Notre pays est un scandale géologique. Nous avons aujourd'hui Bilinga, qui est là où nous avons d'autres secteurs d'activité au niveau du secteur minier, mais qui sont de gros potentiels en termes de développement. Il faut s'intégrer à l'intérieur. Vous avez tout ce qui concerne le droit des affaires, naturellement, qu'il faut maîtriser, des métiers nouveaux comme la fiscalité. Vous avez des expertises aujourd'hui dans tout ce qui concerne l'infrastructure. À forte valeur ajoutée, il faut constamment appeler une expertise bien rémunérée à l'international pour pouvoir travailler dessus. Il faut vendre ces métiers. Et donc j'appelle sur la prospection des étudiants pour effectivement lire, apprendre et comprendre l'écosystème, pour
trouver effectivement sa niche, mais surtout discuter avec ceux qui savent et ceux qui peuvent conseiller et orienter. Vous pouvez prendre une appréhension tel secteur d'activité où ça rapporte. J'ai vu un étudiant droit de l'art. On parle de l'art. L'art rapporte beaucoup de milliards, mais c'est dans notre contexte aujourd'hui. Si vous commencez à travailler dans le métier de l'art, est-ce que aujourd'hui, effectivement, vous pouvez rémunérer votre famille et prendre soin de votre famille et vos proches. Mais c'est des secteurs d'activité aujourd'hui. Il faut être prospectif, sentir la demande, sentir le coût. Moi, les PPP, c'est simplement... je suis tombé dedans par hasard, mais j'ai compris qu'il y avait un intérêt. Quand j'ai eu ce rapport, j'ai vu en fait que plusieurs pays africains souhaitaient développer à travers les PPP des routes, infrastructures, ponts, social. Ça, c'est parce que vous documentiez, vous vous informiez, vous aviez une certaine connaissance de votre environnement. Vous partiez à des conférences qui parfois n'avaient aucun rapport avec ce que vous faisiez. Donc, les étudiants aujourd'hui doivent avoir une bonne connaissance de l'actualité du pays. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait le droit que, par exemple, on ne devrait pas s'intéresser à l'évolution du secteur minier au Gabon, par exemple, si je comprends bien ce que vous dites. C'est pas parce qu'on fait le droit qu'on ne devrait pas s'intéresser au secteur environnemental au Gabon, parce que peut-être, au fur et à mesure qu'on en parle, enfin, j'ai dit au Gabon, mais on sait bien que le Gabon vend sur un marché mondial. Donc, si on s'intéresse à ce qui se passe ici et on voit comment les choses évoluent, on peut très bien être utile au Gabon ou être utile à l'international. Qui sait ? Oui, c'est une vision des choses qui est très portée effectivement sur l'espoir. Et j'attire surtout l'attention, c'est la curiosité. C'est aussi pour certaines filières, certains moments de sa vie, on est citoyen de la société. On est amené dans nos familles, par exemple, à pouvoir s'exprimer sur ces sujets de société. On dit, toi, viens ici, toi, tu as un master là. Viens, parle un peu, qu'est-ce qui se passe en Palestine, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est qu'on est citoyen du monde. Il y a des réalités aujourd'hui qui impactent et on doit prendre la parole, on peut prendre la parole pour expliquer naturellement ce qui s'est passé. Pour ça, il faut être curieux, il faut être ouvert à ce qui se passe dans l'actualité. Et vous allez voir, moi j'aime bien en fait actuellement la parole donnée à beaucoup de personnes qui ne sont pas peut-être diplômées comme c'est entendre, mais quand elles prennent la parole sur l'actualité, elles sont documentées, elles ont lu. Nous avons les débats que nous voyons à la télévision, il y a des personnes syndicalistes, pas expertes de la matière, mais quand elles prennent la parole, elles savent de quoi elles parlent. Et là, c'est très important. Il faut, pour une vision prospective de l'avenir, ce n'est pas seulement mon diplôme, c'est aussi, je travaille sur le produit, mon produit, parce que on peut avoir le diplôme, vous ne savez pas vous exprimer. Vous ne savez pas utiliser les outils. Vous ne savez pas travailler smart, vous aurez un problème, naturellement. Alors, la prochaine question est certainement celle qui a inspiré aussi ce podcast, parce qu'en discutant avec certaines personnes, comme je le fais habituellement avant de préparer certains podcasts, il y a une personne qui me disait, est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, lorsque on parle de l'or, parce que vous savez, le Gabon a inauguré il n'y a pas longtemps comment on appelle ? La raffinerie de l'or. Voilà, la raffinerie de l'or. Et il me disait, est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, quand on parle de raffinerie de l'or, il n'y a pas beaucoup de Gabonais qui s'intéressent au secteur de l'or. C'est-à-dire, quand on parle de l'or, on ne voit pas uniquement, j'ai trouvé une pépite, je fais fondre, je fais un collier, j'offre à ma fiancée. Il y a tellement d'autres choses, mais à des niveaux importants. Parlons de ça. Et si je ramène ça à notre discussion de ce jour, rien que négociant, par exemple, en or, ou parler de contrats en termes on dit quoi, des contrats aurifères, voilà, des contrats, rien que parler de contrats aurifères au Gabon, ça court pas les rues. Et il me disait qu'il fallait que les Gabonais essaient en fait d'allumer la petite lumière qu'ils avaient dans la tête et qu'ils regardent en fait. Quand on dit une terre d'opportunités, les opportunités sont en fait dans chacun des secteurs. Là, on a parlé aux étudiants, mais aux juristes gabonais qui nous écoutent en ce moment, juristes comme vous, lorsque on parle de diversification de l'économie, parce que c'est quelque chose que l'on entend depuis plusieurs années déjà, comment un juriste gabonais actuellement, qui peut-être se tourne les postes dans un cabinet, qui peut-être a un poste au tribunal, et puis voilà, qui rêve en fait d'une carrière un petit peu plus excitante que ça, comment est-ce qu'il pourrait contribuer à la diversification de l'économie de notre pays, ou voilà, lui apporter sa pierre Moi j'aime bien cette question parce qu'en fait elle est multidimensionnelle. Déjà, quand on parle sur le secteur aurifère, pétrolier, par exemple, je donne, il y a d'abord toute question de politique publique. D'abord, comment valoriser votre potentiel intérieur? Quelles sont les règles que vous mettez en place? Quel est votre local content? Je prends un cas au Nigeria, c'est un pays qui m'a impressionné. Au Nigeria, ils ont intégré la notion de local content, c'est-à-dire qu'un ingénieur nigérien
au niveau de son salaire, il n'a pas de complexe. Quand un ingénieur expatrié vient, il a aligné ce même salaire que l'ingénieur expatrié. Donc pourquoi ? Parce qu'ils ont mis les ressources humaines au centre de tout, dans le secteur pétrolier. Les syndicats ont travaillé pour avoir ces égalités-là. Et derrière, hormis le traitement de l'homme, il y a tout ce qui concerne effectivement la valorisation du secteur, du potentiel du secteur. Quand on parle d'industrie extractive, vous avez tout ce qui concerne d'abord l'exploration, la production, le transport, la transformation, la commercialisation à l'international. Après, tout ce qui est lié au métier nouveau. Déjà, il faut développer qu'est-ce qui est fait à différents niveaux à chaque secteur. Donc, il y a un rôle de la politique publique, mais aussi une curiosité, naturellement, les juristes qui doivent, pour certains, aller dans ce secteur à fort potentiel. Je prends un cas simple, j'ai rencontré un Gabonais, un aîné, qui était conseiller juridique de ministre pendant longtemps de ministère de l'industrie extractive et qui a travaillé à l'international, qui a ouvert un cabinet au niveau du secteur minier. Mais je vous assure, la demande est forte. Une raison simple, c'est que son expertise, elle est rare. Avérée, établie, pointue, elle est rare. Mais ça fait plaisir de voir un Gabonais qu'on appelle international dans une conférence prendre la parole et vous commenter le code de tel pays. Pourquoi ? C'est qu'il y a eu une connaissance, une volonté d'abord profonde de pouvoir appréhender cet élément-là, mais aussi la volonté qu'il a eue de pouvoir appréhender le secteur d'activité. Parce que vous savez, on est tous formés juristes, on a tous les mêmes bases à la fin, mais vous êtes plusieurs. Ce qui va vous démarquer, c'est votre majeur. Si votre majeur répond aux besoins des grandes entreprises et de la société, vous pouvez vous démarquer facilement et aisément. Et c'est bien parce que c'est ces matières. L'État ne peut pas tout faire. Il faut aussi pouvoir développer des initiatives qui permettraient de pouvoir appréhender la mathématique. Je reviens à la RDC. J'ai un ami là-bas qui a un think tank sur le développement local, infrastructurel. Et depuis 2 ans, il anime des formations, il anime des ateliers, des colloques pour le gouvernement et beaucoup d'opérateurs privés sur les contrats publics PPP. On a échangé. Donc, il y a une thématique, une dynamique qui crée, il y a une dynamique, une volonté qui crée, il y a un besoin qui fait naître, il y a un comblement de ce besoin qui l'accompagne par des formations. Ces initiatives, c'est un particulier qui les porte. Donc, il faudrait que nous soyons innovants dans un modèle économique, innovants dans une manière de penser, une manière de réfléchir qui permettrait de le faire. Je prends un cas simple, le besoin au niveau des universités. Citez-moi des revues professionnelles de droit, revues locales. Les gens en ont besoin. Les étudiants veulent lire le droit gabonais, les gens veulent lire la pratique du droit gabonais. Vous avez des personnes qui connaissent des praticiens, mais qui n'échangent peut-être pas parce qu'ils n'ont pas le véhicule d'échange. Je pense même que les gens n'ont pas une très bonne connaissance du droit en tant que tel, même de nos... Même si on laisse même droit privé et tout ça, rien que le basique, je veux dire le droit du consommateur même, on a une très très faible connaissance de tout ça. Rien que ça, c'est de l'argent. Pourquoi ? Parce que les gens vont acheter. La jurisprudence, les textes, les jurisprudences, les textes juridiques, ils sont pas assez promus. Mettez-vous pardon sur ce secteur d'activité. En droit, on a ce qu'on appelle les éditions juridiques. Francis Lefebvre, Francis Lamy, c'est des entités spécialisées qui produisent la doctrine juridique, qui produisent des commentaires d'arrêt, des commentaires d'édition de justice. Mais que tous les pratitionnaires, tous les experts utilisent de manière générale. Au Gabon, il y a quelque chose qui me fait mal. Il y a un monsieur, je dis merci à ce monsieur. Il sait le voir, il s'appelle monsieur Christie. Il est au niveau des jeunes scolaires au centre-ville, hebdo information. Ce monsieur, depuis 40 ans, il a les textes de ce pays. Vous avez un texte, vous demandez, vous allez trouver monsieur Christie, il vous dira, je pense que ce texte, ça c'est ça. Il vous trouve le texte. Et ce monsieur est une bibliothèque vivante et qui participe au quotidien à l'élaboration du droit gabonais. Mais c'est ça en fait, c'est des niches. La production scientifique au niveau du droit, c'est une niche. Les secteurs d'activité nouveaux sont des niches telles que les industries extractives et tout ce qui se passe. Donc il y a vraiment à la fois une politique publique à mettre en place, mais derrière aussi il y a tout un travail aussi d'intégration, d'imprégnation et de trouver quelle est la demande. La demande et après vous avez la solution. Dernière question pour les étudiants, avant bien entendu qu'on arrive à la dernière question de notre podcast. On va petit à petit vers la fin, on n'a pas vu le temps passer tellement c'est passionnant. Monsieur Eman, vous avez parlé tout à l'heure de votre démarche que vous aviez initiée lorsque vous étiez encore étudiant en vacances au Gabon. Vous aviez eu ce stage à Deloitte. La question qui se pose concernant les stages au Gabon est une question vraiment
compliquée, assez triste et désespérante, parce que plusieurs étudiants, peu importe le secteur de formation, une fois qu'ils ont terminé leur parcours scolaire ou même avant qu'ils ne terminent leur parcours scolaire et ont juste envie de s'essayer, trouver un stage relève du parcours du combattant. Aujourd'hui, lorsque l'on est un diplômé en droit et qu'on est confronté à la difficulté de trouver un emploi ou tout simplement de trouver un stage, qu'est-ce qu'on devrait faire? La question est pertinente parce que je ne sais pas si j'avais pas eu cette opportunité à Deloitte en arrivant, ce que je serais. Peut-être j'aurais eu des difficultés à trouver un emploi. C'est un questionnement très, très pertinent qui fait beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que je devrais faire? Se rendre disponible, premièrement. Se rendre disponible, déjà, solliciter un stage gratuit. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Vous êtes prêt, s'il le voulez, à faire des sacrifices. Quels sacrifices identifier? Quels sacrifices vous êtes prêt à faire pour apprendre? Ce qui est sûr, une entreprise, une entité a besoin de personnel. Les cabinets juridiques n'identifient pas souvent, c'est une approche, n'identifient pas souvent les plus gros cabinets. Parce que quand on identifie les plus gros cabinets, parce qu'on espère avoir une petite rétribution, rémunération à la fin, en termes de notoriété, ça paraît intéressant, c'est bien. Mais viser les cabinets ou les entités, effectivement, qui présentent du potentiel, c'est vrai, ou c'est qui démarrent à peine. Il y en a plusieurs. Les secteurs d'activité, ne figez pas sur un secteur d'activité. Si je n'ai pas eu chez le notaire, je n'ai pas eu l'avocat, essayez de chercher. Et juste après aussi, il y a, je ne dis pas le entrepreneuriat, il y a des conseils autour de sien, par exemple. Se rendre disponible pour appréhender, essayer d'accompagner à différents niveaux d'activité. Et peut-être après aussi, si c'est complexe, c'est réorienter. J'ai un aîné qui aime beaucoup la radio. Beaucoup ignorent qu'il a fait du droit. Et cet aîné, en fait, la particularité, comment je rencontre ça fait longtemps, il était manager d'une boîte de nuit à Terre Africa. C'est passé, mais il a fait du droit. Donc à un moment donné, il y a des choix à prendre, des choix à faire, autant pour moi, mais le plus important, et c'est honorable, c'est trouver la solution et essayer de se battre. Et le droit est une base de réflexion, d'analyse. On peut ne pas avoir sa vie dans le droit, mais on peut vivre décemment de ses passions, de ce qu'on a pu développer. Et là, c'était une invitation à se récréer, à la résilience et à l'innovation permanente et perpétuelle. Merci, monsieur Eman. La dernière question que je vais vous poser pour aller rapidement à la fin de notre podcast, Ivanov me fait déjà des yeux en cœur pour me dire, Gina, on a fini le temps. Quoique les yeux, s'ils disent ça, ils ne sont pas en cœur. Mais bon, monsieur Eman, qu'appréciez-vous le plus dans votre métier de juriste? Chaque jour, c'est une nouvelle expérience. C'est un nouveau cas, une nouvelle situation, une nouvelle personne à découvrir. Un nouveau challenge. Il y a quelques mois de cela, je comprends en Excel, mais je devais apprendre à modéliser, c'est-à-dire que transcrire une information financière, c'est un document Excel. Et j'ai compris qu'il y a des réunions pour lesquelles j'allais toujours me planter. Pour une raison simple, c'est parce que j'avais pas à lire, par exemple, la situation financière. Et je m'abosser dessus depuis 1 heure par jour, tous les jours. Je reprends, c'est volontaire, l'espagnol aussi, c'est pour autre chose. Mais je dis, quotidiennement, vous avez des situations et des cas. Chaque cas est différent, chaque interprétation est différente, chaque précaution est différente. Et vous avez l'obligation de répondre. Et pour répondre, vous ne devez pas seulement vous focaliser sur ce que vous savez. Vous devez faire des recherches, proposer éventuellement des solutions naturellement à vos autorités. Mais surtout, vous devez trouver une solution. Ne faites pas un déni de solutions parce qu'on vous reprochera ça. On vous paye, on vous demande de travailler pour une raison simple, trouver des solutions. Et tant qu'on n'a pas la solution, vous devez la trouver constamment. C'est un challenge personnel et surtout les rencontres. Les rencontres. Et je suis à fond actuellement sur le suivi des mémoires des étudiants. Beaucoup viennent me voir, je suis content et j'ai eu reçu. Vous êtes disponible? Ah oui, les étudiants qui écoutent peuvent chercher à vous rencontrer. Mais il y a 2 conseils aux étudiants, souvent c'est smart. Pour une raison simple. Vous avez des étudiants qui disent, monsieur, il faut que je vous rencontre vous allez à votre bureau quel jour? Je ne suis pas là sur place. On peut faire quelque chose de simple. Utilisez Zoom, Meet. On peut faire un Meet session en 15 minutes, on fait le point. On n'est pas obligé de se voir au quotidien constamment. Vous pouvez changer, vous mettez dans vos éléments et ça passe. Vous avez aussi la préoccupation, c'est que les nouvelles technologies, sincèrement, il y a 2 personnes qui font récompenser par les médias mondiaux. Il y a Zuckerberg et ils ont détourné Facebook pour autre chose maintenant. Et surtout Google. Vous avez un niveau de savoir aujourd'hui disponible. Qui est incroyable. C'est incroyable. Vous avez des cours en ligne gratuits à différents niveaux qui sont incroyables. Et moi, ça me fait toujours mal parce que j'ai des étudiants qui me disent, monsieur, j'ai pas tes textes. J'ai fait une démonstration simple. On n'a pas que texte. Alors, les livres coûtent cher.
coûte pas cher. Vous manquez l'ouvrage. Oh, les actes du forme WADA, on les a pas. Le livre coûte cher. Comme ça, oui, c'est disponible sur Google. Vous avez un compte. Oh, je n'ai pas de mail, première chose. Oh, je n'utilise pas trop le mail, déjà, deuxième chose. On est parti sur wada.com. On est parti sur le site de la CIMA. C'est la conférence interministérielle des marchés d'assurance, tout le secteur des assurances. C'était une thématique assurantielle. Alors, à la CIMA, le livre coûte 15 000 le recueil. Non, allez vous inscrire sur la CIMA. On l'a fait en 5 minutes. On a ressorti tous les règlements de la CIMA. En machine. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la démarche personnelle aussi est très importante. Les étudiants, et vous n'avez pas arrêté de le répéter, il faut de la curiosité. Que l'on soit étudiant, même quand on est déjà un professionnel et qu'on est déjà en activité, il faut toujours de la curiosité parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Merci beaucoup, Monsieur Eman, pour ces minutes de discussion qui ont été plus qu'instructives. Vous savez déjà ce que je pense de vous. Je vous remercie encore d'avoir accepté d'être dans mon podcast. C'était un véritable plaisir de vous rencontrer il y a plusieurs mois déjà. Et un plaisir encore plus grand de discuter professionnellement et au su de tout le monde, de toutes ces questions que nous avions déjà abordées un petit peu juste en tête-à-tête. Merci beaucoup pour ça. Et chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Et je vous prie de saluer Ivanov, qui depuis la saison 1 abat un travail titanesque pour rendre le podcast disponible toutes les semaines. Merci beaucoup Ivanov et à la semaine prochaine. Au revoir.